Now, you must face one final test. To join us. Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur Tales of the Empire. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu les 6 épisodes de Tales of the Empire. La première moitié de la série est consacrée à Morgan Elsbeth, une ancienne sœur de la nuit de Dathomir, vue pour la première fois sur la planète Corvus dans The Mandalorian. On y apprend que Morgan a travaillé pour le Grand Amiral Thrawn et elle est arrêtée par Ahsoka Tano puis envoyée dans une prison de la Nouvelle République. Mais dans la série Ahsoka, Morgan est libérée par les utilisateurs de la Force Baylan Skoll et Shin Hati et parvient à retrouver Thrawn sur son monde d'exil, Peridea. Dans le final de la série, Morgan Elsbeth se sacrifie face à Ahsoka Tano pour laisser une chance aux Chiss de revenir dans la galaxie principale. Ainsi, le premier épisode de Morgan Elsbeth revient sur sa jeunesse lorsqu'elle vivait encore sur Dathomir. Il se déroule d'ailleurs pendant la bataille de Dathomir de The Clone Wars, où le général Grievous est envoyé par Dark Sidious et Dark Tyrannus massacrer les Sœurs de la Nuit suite à la trahison de la mère Talzin. Vu les tenues des Sœurs de Tales of the Empire, il semblerait qu'il s'agisse du même clan que celui de Talzin, mais il en existe plusieurs sur Dathomir. En effet, même si Talzin a réussi à réunir de nombreux clans pour former le sien qui est le plus puissant, nous connaissons l'existence du Blue Coral Divers, du Howling Crag, des Nardisi Night Sisters, du Spider Clan et du Singing Mountain. D'ailleurs, un autre clan de Dathomir est présenté, le clan de la montagne, visiblement différent du Singing Mountain, malgré un nom assez proche. Ce clan est composé non pas de sœurs de la nuit, mais de femmes manipulant une magie différente des sœurs, peut-être via le côté lumineux de la force. À propos de Morgan Elsbeth, nous savons depuis The Mandalorian que c'est une humaine et non une Zabrak, comme les autres sœurs de la nuit. Cet épisode nous présente un nouveau personnage, Selena, que Morgan appelle mère, probablement sa mère biologique et non la mère d'un clan, puisqu'elle ne porte pas de signe distinctif. Mais malgré le fait que l'on voit sa potentielle mère biologique et que l'on comprenne que ces tatouages temporaires viennent de la magie des sœurs de la nuit, nous n'avons toujours aucune réponse quant au pourquoi une humaine fait partie de ce clan. Durant cette fameuse bataille de Dathomir, le général Grievous attaque la planète avec son armée de droïdes composée de B1, de B2, de BX, ainsi que de canonnières droïdes HMP. On peut également apercevoir un droïde de reconnaissance vipère à un moment. Enfin, Grievous cite à un autre moment Dark Sidious de La Menace Fantôme. Wipe them out. All of them. Le deuxième épisode d'Elsbeth se déroule durant la période impériale entre 9 et 2 avant la bataille de Yavin. Il s'ouvre sur la capitale Coruscant et des destroyers stellaires de classe Venator accompagnés d'un Imperial 1. D'ailleurs, la présence des Venator est assez intrigante puisque l'épisode se passe forcément après l'an -9, année où Thrawn a été promu amiral. Et Thrawn, présent dans l'épisode mais nous y reviendrons plus tard, est bien amiral dans Tales of the Empire, ce qui veut dire que les Venators sont encore utilisés 10 ans après le début de l'Empire, alors que les premiers Imperial 1 débarquent peu de temps après, comme vu dans le final de The Bad Batch. Cependant, nous voyons parfois des Venators encore en service bien plus tard, comme en l'an 0 dans la série de comics Dark Vador 2015. Dans tous les cas, dans ce destroyer, Morgan Elsbeth présente un comité d'impériaux un nouveau design de chasseurs TIE, les Défenseurs TIE. Ces chasseurs très particuliers de l'Empire ont été créés à l'origine pour le jeu vidéo légende TIE Fighter de 1994, mais ont été repris dans le canon via le jeu vidéo Commander, puis dans la série animée Rebels. Dans cette dernière, le Grand Amiral Thrawn fait des Défenseurs TIE son projet principal, en installant notamment une usine sur Lothal détruite en fin de série, mettant un terme à ce projet sans compter la disparition de Thrawn dans une autre galaxie. La spécificité des Défenseurs TIE est leur capacité à transporter un bouclier déflecteur, élément absent des modèles TIE classiques, comme le rappelle Morgan Elsbeth dans l'épisode. Cependant, il est dit dans le beau livre L'Encyclopédie des vaisseaux et autres véhicules que le Défenseur a été le premier TIE avec un bouclier déflecteur et un hyperdrive, alors que les TIE avancées V1 et X1 en ont eu avant. Après avoir eu un refus par le Moff Isdane, Morgan retourne sur la planète qu'elle dirige au grade de magistrate Corvus. Cette planète provient donc de The Mandalorian et nous y retrouvons la même ville de Calodan. D'ailleurs, nous avons ici deux références à l'univers de Dune. D'abord, le vaisseau d'Elsbeth, déjà vu dans Ahsoka, reprend le design des ornithoptères du film de 1994, et la ville de Calodan reprend le nom Caladan, la planète d'origine des Atreides. Pour poursuivre les liens avec les séries live action, on retrouve les droïdes assassins HK-87 qui supportent Morgan et le personnage de Wing, un habitant de Calodan.
Mais Morgan Elsbeth ne reste pas tranquille bien longtemps puisque Gilad Peléon envoie l'assassin de Thrawn Ruch. Ruch est un ogre présent dans Rebels, mais le personnage provient de l'univers légende, où il est très différent même s'il a la même fonction de garde du corps et d'assassin au service de Thrawn. Peléon est lui un impérial cité dans Rebels et le roman Thrawn Trahison, mais que l'on retrouve surtout dans la saison 3 de The Mandalorian siégeant au Conseil de l'Ombre. Tout comme Ruch, Peléon vient du légende et de la trilogie de romans La Croisade Noire du Jedi Fou. Et qui dit Ruch et Gilad Peléon dit forcément Thrawn, de son véritable nom Mithron Nuruodo. Thrawn est un Chiss banni de son peuple qui a trouvé refuge dans l'Empire Galactique pour continuer à protéger l'ascendance Chiss. Dans le roman Thrawn, nous le suivons gravir les échelons de la hiérarchie impériale jusqu'au grade de grand amiral qu'il possède dans Rebels, mais il passe en effet par celui d'amiral, le grade qu'il porte ici dans Tales of the Empire. Pour affronter Ruch, Morgan est armée d'une lance en Beskar, la même qu'elle porte dans The Mandalorian, et celle que Din Djarin récupère. C'est d'ailleurs cette lance qui a été fondue pour devenir la côte de maille de Grogu. Enfin, le troisième épisode de Morgan Elsbeth se déroule toujours sur Corvus, mais à l'époque de la Nouvelle République, peu de temps avant l'apparition de la planète dans The Mandalorian. L'aspect de la planète est donc bien plus proche, avec notamment la forêt brûlée et les sortes de vierges de fer version Star Wars. La Vierge de Fer est un instrument de torture sous forme de sarcophage où le prisonnier est maintenu debout jusqu'à ce qu'il s'empale lui-même. Sur Calodan, le principe est le même où les prisonniers sont entourés d'anneaux électrifiés. Toujours par rapport à The Mandalorian, on retrouve ici les mêmes gardes de Morgan Elsbeth en plus des HK-87. L'épisode 3 se conclut par l'ambassadrice Nadora de la Nouvelle République, laissée pour morte par Morgan qui a contacté une de ses amies d'après ses dires. Son amie n'est autre que Bo-Katan Kryze. Cet élément ajoute encore plus de sens à la saison 2 de The Mandalorian où Bo-Katan indique à Din Djarin qu'Ahsoka se trouve sur Corvus. Where can I find the Jedi? Take the Foundling to the city of Caladan on the forest planet of Corvus. There you will find Ahsoka Tano. Tell her you were sent by Bo-Katan. On peut ainsi imaginer que Bo-Katan a contacté Ahsoka pour qu'elle aide les habitants de Corvus suite à cet appel, ce qui expliquerait comment elle connaît la localisation d'Ahsoka. Dans ce premier arc sur Morgan Elsbeth, de nombreux doubleurs et acteurs sont revenus interpréter leurs personnages, avec Diana Lee Inosanto en Morgan, qui ne la double pas dans le premier épisode, mais il y fait la voix de sa mère Selena, Matthew Wood en Grievous, Lars Mikkelsen en Thrawn, Xander Berkeley en Gilad Peléon, Warwick Davis en Ruch, Wing Tao Chao en Wing et Katie Sackhoff en Bo-Katan Kryze. L'épisode 4 de Tales of the Empire ouvre le second arc centré sur Barry Sophie. Durant la guerre des clones, Barry Sophie était la padawan de la Jedi Luminara Unduli. Elle a participé aux 2 batailles de Geonosis, où elle s'allie notamment d'amitié avec Ahsoka Tano durant la deuxième. Mais vers la fin de la guerre, Barriss ne croit plus en les valeurs de l'ordre Jedi et commet un attentat au temple de Coruscant. Tous les indices laissent penser qu'Ahsoka Tano a perpétré la tuerie, elle est alors expulsée de l'ordre et enfermée par la République. Mais Anakin Skywalker, son maître Jedi, poursuit son enquête de son côté, persuadé que son ancienne padawan est innocente et parvient à démasquer Barry Sophie. La finalité de cette histoire est qu'Ahsoka décide de ne pas revenir dans l'ordre Jedi et Barriss est à son tour emprisonné. On la retrouve ainsi au quartier général de l'inspectorat impérial dans une tenue de prisonnière qui rappelle celle de son ancienne maître Jedi Luminara Unduli quand Ezra Bridger et Kanan Jarrus retrouvent son cadavre dans Rebels, conservé par l'Empire pour attirer des Jedi. Dans cette scène de la prison avec Barriss, on peut bien voir ses mains et donc une petite incohérence. En effet, les Myrielan, dont font partie Barriss et Luminara, ont pour tradition de se tatouer des formes géométriques sur le visage pour symboliser des accomplissements personnels. Dans l'attaque des clones et The Clone Wars, Barriss a bien des tatouages sur le visage comme dans Tales of the Empire, mais aussi sur le dos des mains, élément absent de la dernière série animée. On pourrait penser qu'elle se les ait fait retirer suite à son échec de renversement de l'ordre par exemple, mais je vois difficilement comment c'est possible de se faire retirer des tatouages en prison. Mais grâce à la proclamation de l'Empire et l'Ordre 66, Barriss est libéré et recruté par l'Inquisitorius. La base de l'Inquisitorius se trouvait à l'origine sur Coruscant, mais suite à un accident avec 2 inquisiteurs renégats, elle est délocalisée sur Noor. Cette histoire se déroule peu de temps après l'Ordre 66, on peut alors imaginer qu'il y a une petite ellipse entre la libération de Barriss et son arrivée sur Noor. Noor est une lune créée pour Jedi Fallen Order qui abrite donc l'Inquisitorius que nous découvrons ici en construction. Mais dans le ciel de Noor, on voit aussi très distinctement sa planète gazeuse Jestefad, ainsi qu'une autre planète du système, la planète Mustafar, là où Dark Vador construira plus tard son château.
Barriss est entraîné dans cette histoire par une autre inquisitrice connue dans la série Obi-Wan Kenobi comme la 4e sœur. Tales of the Empire nous apporte son véritable nom de Jedi, Lyn Rakish. Mais avant Obi-Wan Kenobi, la 4e sœur était déjà mentionnée dans la série de comics jeunesse Les Contes du Château. Dans ces comics, une famille d'explorateurs, la famille Graf, infiltre le château de Dark Vador sur Mustafar et emprunte notamment l'armure de la 4e sœur. Cependant, cette armure n'a été vue à aucun autre endroit et Lyn porte une toute autre tenue dans Obi-Wan Kenobi et Tales of the Empire. Mais Lyn Rakish n'est pas la seule inquisitrice présente dans cet épisode. On retrouve aussi en caméo Marok, l'inquisiteur de la série Ahsoka resté au service de Morgan Elsbeth, ainsi que l'inquisiteur à l'identification inconnue de l'épisode final de Tales of the Jedi. Ironique quand on se rappelle que ces deux inquisiteurs seront tués par Ahsoka Tano. Le dernier inquisiteur de l'épisode est le Grand Inquisiteur, un Pohan de Rebels également apparu dans Obi-Wan Kenobi. C'est lui qui entraîne personnellement Barriss et qui lui présente son nouveau maître Dark Vador. Cette scène est aussi assez ironique puisque c'est Anakin Skywalker qui a arrêté et fait emprisonner Barriss et le Grand Inquisiteur a été un des gardes du Temple Jedi qui a accompagné Barriss à son procès. À la fin de cette petite entrevue avec le Seigneur Noir des Sith, Barriss enfile son casque d'inquisitrice qui reprend pas mal la forme du casque de chasseuse de primes qu'elle avait volé à Asajj Ventress dans The Clone Wars pour attaquer Ahsoka Tano. Le vaisseau des inquisiteurs de cet épisode a déjà été vu dans Obi-Wan Kenobi encore une fois, il s'appelle le Sith et c'est une navette de classe Phi que le Grand Inquisiteur, la 2e sœur et le 5e frère utilisent notamment pour traquer Kenobi sur Tatooine. Les soldats qui accompagnent les inquisiteurs dans l'Inquisitorius portent des armures de clones, logique vu la proximité avec la guerre des clones, mais bien plus sombre avec une visière verte, exactement comme les soldats de section d'élite de The Bad Batch. Ces soldats spéciaux font partie du projet Griffe du Guerrier qui vise à remplacer les soldats clones par des recrues. Donc il est fort possible qu'il ne s'agisse déjà plus de clones sur Nour. Enfin, pour être sélectionnée inquisitrice et plonger encore plus dans le côté obscur, Barriss Offee est contrainte d'affronter d'anciens Jedi, dont un Cafex nommé Dante. Les Cafex sont une espèce créée pour l'ascension de Skywalker comme Siosra Swift, un espion de la Résistance. Le deuxième épisode sur Barriss n'a pas beaucoup de détails supplémentaires, mais je soulignerai simplement que le Jedi est identifié en VO comme non-binaire par les pronoms they et them, et uniquement au masculin en VF, mais c'est surtout la VOSTFR qui a fait n'importe quoi. En effet, le Jedi est désigné parfois au féminin, parfois au pluriel, probablement par rapport à they et them en anglais, qui désigne à la fois la troisième personne du pluriel, mais également les personnes non-binaires. Enfin, dans l'épisode 6, nous découvrons une Barriss Offee plus âgée qui s'est reconvertie en guérisseuse. Son visage pourrait nous faire penser qu'elle est bien plus âgée, mais l'épisode se déroule toujours durant la période impériale, et Lyn Rakish n'a, elle, pas vieilli du tout physiquement. De plus, les Merialan comme Barriss sont capables de vivre facilement plus de 100 ans, donc un vieillissement si marqué sur Barriss en si peu de temps doit forcément avoir une explication. On peut par exemple relier ça au pouvoir de soin des Jedi qui consiste à transférer une partie de l'énergie du Jedi dans le corps du souffrant. Nous avons vu dans l'ascension de Skywalker que ce pouvoir cause une douleur à la main de Rey, voire la mort pour Ben Solo. Si Barriss Offee est devenue une guérisseuse très puissante, on peut imaginer qu'elle a donné énormément de son énergie. Le fait que Barriss aide des êtres sensibles à la force pourrait d'ailleurs être un indice pour dire qu'elle fait partie du Passage, une organisation présente sur plusieurs planètes comme Daiyu, Mapuzo, Jabim, Jedha ou encore Tanalorr, et qui aide les utilisateurs de la force à fuir l'Empire. De plus, les parents de l'enfant sensible à la force précisent que l'Empire mène des prélèvements de sang, très probablement pour la recherche du taux M, le taux de midi-chlorien, comme dans The Bad Batch à saison 3. Un individu avec un taux élevé de midi-chlorien a un plus grand potentiel d'être sensible à la force. Le jeune que Barriss Offee aide s'appelle d'ailleurs Mika avec un H à la fin, exactement comme un autre Jedi de l'univers légende, Mika Giet. Giet était un Jedi reconnu pour sa maîtrise du sabre laser et membre du Haut Conseil jusqu'à sa mort sur Yinchor où il se sacrifie pour sauver d'autres Jedi. Enfin, l'individu qui aide la famille dans le blizzard fait partie d'une autre espèce de l'ascension de Skywalker, c'est un Mosenian. Dans le film, Twilop Noor est un médecin de la résistance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.